Donc, c'est une recension, j'aimerais préciser d'abord d'entrée de jeu que c'est une recension qui a été menée, oui, financée par Avenir d'enfants, commandée par la QCPE et qu'on a menée en équipe. Donc là, on a présenté ça en deux parties, le volet sur les parents tantôt avec Catherine et Gilles, et là, on présente le volet sur les pratiques qui soutiennent le développement de l'enfant. Mais il y a une grande absente aujourd'hui qui a chapeauté toute cette recension-là. C'est celle qui a travaillé le plus fort, mais est partie avoir son petit bébé, Lise Lemay. Donc, mais c'est vraiment elle qui a tout coordonné l'ensemble, qui a travaillé super fort. Donc, je voulais lui souligner ça et lui rendre hommage aujourd'hui. Par rapport à ça, on la verra peut-être cet après-midi. Donc, aujourd'hui, nous, on vous parle un peu du contexte, du mandat, de la méthodologie, la synthèse des études qu'on a effectuées, les pratiques éducatives efficaces qui soutiennent le développement cognitif, langagier et socio-émotionnel, c'est ce qui avait été identifié. Les pratiques efficaces qui soutiennent le développement global, une fois qu'on a vu tout ça, nos recommandations et notre conclusion. Donc, le mandat, on en a parlé un peu, mais on nous avait demandé de décrire et de mettre en contexte la qualité des services de garde et les caractéristiques des pratiques éducatives en mettant l'emphase sur les interactions qui sont associées au développement de l'enfant. Donc, on voulait que l'on décrive, qu'on analyse les résultats des travaux théoriques et empiriques à propos des caractéristiques des interactions qui sont associées au développement de l'enfant menés depuis 2000, donc on n'a pas remonté à Mathusalem, et faire ressortir aussi les résultats significatifs et non significatifs des résultats des travaux empiriques. Pour ça, ensuite, être capable d'identifier quelles étaient les pratiques éducatives les plus appropriées, les plus efficaces, répertoriées lors des étapes précédentes pour établir leur degré de priorisation à être inclus dans le référentiel parce que la QCPE voulait créer un référentiel suite à cette recension. Donc, notre méthodologie qu'on a utilisée pour la recension, c'est une méthodologie selon la méthode boule de neige. Donc, on a d'abord interrogé certaines bases de données qui sont affichées à l'écran. Ensuite, on a consulté certains collectifs d'écrits suggérés par des experts du domaine. Et ensuite, la recension, elle a vraiment été axée sur des pratiques soutenant 3 domaines de développement spécifiques. Donc, on est allé voir qu'est-ce qui soutenait spécifiquement le développement cognitif, le développement langagier et le développement socio-émotionnel. Et bon, on avait différents critères d'inclusion, les dates de publication, on ne voulait pas remonter plus loin que la validité des publications, la présence des faits avérés sur le développement, l'âge des participants de l'étude, ça devait être des enfants de moins de 5 ans, et la population à l'étude. Et on voulait prioriser les pratiques dans des études qui avaient utilisé une population en contexte de défavorisation, parce que ça, c'était particulièrement important aussi pour notre client. On a répertorié plus de 500 textes, dont 50 ont été retenus et 28 ont été utilisés dans le cadre de la recension. Et c'est Marlène qui va vous parler de la recension parce que c'est elle qui a fait cette grande partie-là. Alors, en fait, c'était 50, sur 50 textes, on en a gardé 28, mais c'est tout de même des textes qui ont été lus, qui ont été analysés. Mais bon, certains se recoupaient. Les 28 textes qu'on a choisis étaient plus spécifiquement axés sur des populations qui étaient défavorisées ou mixtes. Et comme on peut voir, il y en a une non décrite. On voit quand même qu'on est allé chercher plus de 50% de nos études pour vraiment des enfants qui étaient en milieu défavorisé, puisque c'était des pratiques qui étaient peut-être un peu plus pertinentes à notre recension. Au niveau des dimensions du développement, en fait, elles sont un peu répertoriées à travers les différentes sphères qu'on a étudiées. Donc, il y en a un peu plus de 50% au niveau cognitif, langagier, même chose pour le socio-émotionnel. Mais on a quand même réussi à en avoir juste un tout petit peu moins que la moitié qui touche les 3 dimensions. Ce qui est très intéressant puisque l'enfant se développe globalement. Donc, au niveau de la synthèse des pratiques qui soutiennent le développement cognitif, comme on a dit, on l'a vu en 3 sphères vraiment distinctes. C'est sûr que les choix sont un peu arbitraires. On s'entend que le développement est interrelié. Donc, nous, on a statué sur certaines habiletés dans certaines sphères développementales, mais vous pourrez en débattre
tant que vous voulez. Donc, voilà, au niveau de la synthèse des pratiques soutenant le développement cognitif, donc la numératie, les fonctions exécutives et les habiletés cognitives liées à la littératie, on a répertorié 3 grands types de pratiques. Donc, il y a les pratiques soutenant la connaissance des lettres, des chiffres, ainsi que la résolution de problèmes. On entend tout ce qui soutient la qualité des interactions, conjuguer temps libre et étayage des adultes. Donc, laisser tout de même le temps libre de jeu, mais que les adultes prennent plus de temps pour encadrer ces jeux-là, essayer de les mener, les soutenir, et ainsi de suite. Les interactions qui sont plus individualisées aussi en contexte de jeu libre, c'est surtout au niveau des populations qui sont en milieu défavorisé, ça les aide énormément. Il y a les pratiques soutenant le développement de concepts et les connaissances générales, donc l'analyse, le raisonnement, la création. Vous allez reconnaître à travers le classe quelques catégories. Soutenir l'intégration des concepts avec les connaissances antérieures et la vie réelle. Soutenir la connaissance des émotions, qui a été reconnue comme un médiateur entre les habiletés cognitives et la réussite scolaire ultérieure des enfants. Il y a en 3e lieu les pratiques soutenant les habiletés associées au contrôle de soi pour assurer un climat propice à l'apprentissage. Mieux on se comporte, moins il y a de gestion de comportement dans les classes, plus on a de temps pour pouvoir soutenir les apprentissages cognitifs. Donc, assurer un climat émotionnel propice à l'apprentissage, soutenir la connaissance des émotions, et les programmes spécifiques qui visent le contrôle de soi des enfants et les formations qui visent l'amélioration des pratiques de gestion de classe. Encore une fois, meilleure gestion de classe, meilleur comportement, plus de temps pour apprendre les lettres et apprendre à bien se comporter. Donc, au niveau de la synthèse des pratiques du développement langagier, on a répertorié tout ce qui avait attrait à la littératie émergente, le vocabulaire réceptif et expressif. C'est sûr qu'il y a une partie, le langagier, entre autres, était très connexe au cognitif par le fait qu'il y a aussi toutes les lettres, tout le sens des mots aussi. Mais on a quand même répertorié la littératie émergente, donc toute la question de la lecture, le vocabulaire réceptif et expressif. Sur ce, il y a 4, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On a 5 types de pratiques sensibles et des pratiques qui soutiennent le développement langagier. Donc, il y a les pratiques sensibles et attentives pour soutenir l'éveil à la lecture et à l'écriture, pour accroître et favoriser la sensibilité de l'éducatrice, répondre aux efforts de communication. Les pratiques pour tirer profit de la lecture partagée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste partager les livres, mais on est sensible à la durée de la lecture, au choix du livre, au choix des méthodes aussi qui sont empruntées pour partager la lecture. Les programmes qui sont orientés sur le langage et les techniques de stimulation de langage. Donc, le développement professionnel, sur les techniques de stimulation indirecte aussi. Donc, tout simplement parler de ce que l'enfant voit et l'enfant fait. C'est aussi simple que ça. On a vu que ça avait quand même des répercussions au niveau du développement langagier. Ensuite, il y a les pratiques qui soutiennent le langage en favorisant la qualité des processus et la relation adulte-enfant. Bien évidemment, mieux on se sent avec notre éducatrice, plus on a envie de se lancer, plus on a envie de parler, d'utiliser le vocabulaire, de faire des erreurs aussi. Donc, il y a le développement professionnel qui vise l'amélioration de la qualité de la relation, la qualité de l'instruction aussi, donc le soutien au développement de concepts et la rétroaction. Ensuite, on a les pratiques qui soutiennent le développement du langage en favorisant la connaissance des émotions. Encore une fois, on voit que c'est très important, la connaissance des émotions. Et l'autorégulation pour optimiser les occasions d'apprentissage. Même chose, plus on connaît nos émotions, mieux on finit par se comporter, plus on a de temps pour la classe. Donc, on soutient la connaissance des émotions, on favorise l'autorégulation, on développe des stratégies de gestion de classe pour améliorer le climat et que ça se passe mieux dans notre classe. On parle souvent de classe, hein, mais c'est qu'il y a énormément de ces études qui portent sur des études américaines où est-ce que le 0-5 ans, ça passe un peu plus en classe, mais on pourrait tout simplement le mettre dans nos groupes. Ça pourrait aussi s'appliquer dans d'autres contextes. Donc, au niveau de la synthèse des pratiques qui soutiennent le développement socio-émotionnel, soit les habiletés et compétences socio-émotionnelles, évidemment, l'adaptation et l'engagement, et les problèmes de comportement.
On a répertorié que les programmes d'activité pour soutenir la connaissance, la compréhension, la régulation, encore une fois, des émotions, la résolution de conflits et les relations interpersonnelles, que certains curriculums pouvaient favoriser justement la reconnaissance de ces émotions, la gestion constructive des conflits et les habiletés relationnelles. Les pratiques qui favorisent la relation adulte-enfant, ben encore une fois, climat agréable, on soutient les interactions chaleureuses et sensibles. Pour les pratiques de gestion de groupe, les curriculums qui visent à développer les habiletés d'autorégulation aident beaucoup à la gestion de groupe, mais aussi on a toute la question des pratiques de gestion de groupe en termes de formation pour les enseignants. Et enfin, ce qu'on a retenu au niveau, en fait, notre recension a fait ressortir qu'au niveau du développement global, on pouvait reconnaître qu'il y avait 3 grandes lignes, mettons, à retenir, qui étaient soit les programmes d'activité spécifiques qui visent l'amélioration de l'autorégulation, mais aussi les pratiques qui concernent des programmes d'activité qui sont axés à la fois sur la littératie et la connaissance des émotions. Donc, on les met tous les deux ensemble. Il y a évidemment la qualité des interactions qui soutiennent les apprentissages, mais on y mettra un bémol un peu plus tard, pour engendrer des résultats sur le plan des habiletés cognitives, langagières et socio-émotionnelles. Donc, et par la suite, on a l'importance du soutien émotionnel et des interactions sensibles. Donc, on améliore notre climat de classe, on soutient les enfants pour favoriser leur engagement, pour favoriser leurs habiletés préalables aux apprentissages formels. Ils ont des meilleures habiletés langagières, ils ont plus le goût de jaser en partant, et ils ont souvent moins de problèmes de comportement. Donc, suite à tout ça, on a fait exactement comme Catherine nous a présenté tout à l'heure. On a évalué, en fonction d'un système de 5 critères, la représentativité des études, la quantité des études, la validité des études, la cohérence et le poids, pour ensuite faire une priorisation puis rédiger nos recommandations. Donc, on a le tableau qui est pratiquement similaire, sauf que ce n'est pas la même couleur que tantôt. Et vous voyez que les domaines, en fait, qui comportent davantage de 1 sont ce qu'on a considéré comme étant le plus important dans nos recommandations. Et nos recommandations sont formulées comme suit. Vous avez sûrement vu tout au long de la présentation, quand Marlene parlait, il y a un fil conducteur qui concerne les pratiques sensibles et attentives aux besoins des enfants. Il y a un fil conducteur au niveau du développement socio-émotionnel des enfants qui est la base, qui est la base d'une relation avec les enfants. Donc, ce qu'on recommande de faire, si on veut mettre en place des pratiques qui sont favorables à soutenir le développement global des enfants, particulièrement en milieu défavorisé, c'est d'y aller par étapes. Si on veut soutenir le personnel pour mieux travailler avec ces enfants-là, on doit absolument, je le dirais 1000 fois, je ne l'aurais pas dit une fois, développer d'abord des pratiques sensibles et attentives aux besoins des enfants. Children don't learn with people they don't like. Hein? Donc, si vous voulez que les enfants apprennent, soient bien, se développent, on ne saute pas sur eux en premier avec un programme de stimulation langagière. On commence par établir un climat favorable, sensible, attentif à leurs besoins. Ensuite, on travaille à instaurer et à maintenir un climat positif au sein du groupe. Donc, tout ce qui concerne le socio-émotionnel, tout ce qui concerne les interactions avec les enfants, c'est à ça qu'on porte attention d'abord. Puis ensuite, une fois que c'est là, et ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, on met en place des pratiques de soutien à l'apprentissage qui peuvent être parfois plus spécifiques. Mais normalement, ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'est que les pratiques les plus gagnantes étaient celles qui étaient axées sur le jeu. Donc, pas nécessairement de l'instruction directe. Et finalement, on priorise la mise en place des pratiques de soutien émotionnel avant de développer des pratiques de soutien à l'apprentissage parce que tout au long, on a vu que le soutien émotionnel était sous-jacent. Comment on fait ça, en conclusion? Bien, on doit choisir des modalités d'accompagnement qui sont efficaces pour soutenir ces recommandations-là. Donc, ce n'est pas tout. Une fois qu'on a dit ça, vous devriez procéder de telle façon.
ben on ne fait pas juste leur lancer l'information dans un colloque puis on dit organisez-vous avec ça. On sait que ça n'a absolument aucun effet. Hein? Une formation, une fois, une conférence, une fois, c'est pas avec ça qu'on change nos pratiques. Donc, on sait que des changements de pratiques durables sont possibles lorsque les formations permettent l'acquisition de connaissances, d'habiletés dans un contexte d'apprentissage actif, collaboratif, centré sur le travail réel avec les enfants et ancré dans la culture du service. Donc, plutôt un accompagnement individualisé par service est encore plus prégnant, encore plus efficace. Et parmi les techniques que l'on connaît qui sont les plus efficaces, il y a le vidéo-feedback, il y a les activités de pratique supervisée, il y a les séances de rétroaction qui seraient particulièrement efficaces. Et nous, on recommandait en toute fin d'utiliser le cadre de référence du CLASS, le Classroom Assessment Scoring System, qui travaille avec les grandes dimensions que je viens de mentionner tout à l'heure. Donc, le climat favorable à l'apprentissage, etc. Alors voilà, c'était notre recension.